Agir sur les deux tableaux est donc nécessaire si l'on veut remplir les objectifs qui sont les nôtres pour le climat. Mais finalement, alors qu'ils sont souvent vus comme deux mondes différents avec leurs propres acteurs, leurs propres actions, on peut les lier ensemble. Et donc, on va parler maintenant de mobilité vertueuse et de bâtiments bas carbone. Ne leur faut-il pas agir de concert? Et pour en parler, merci d'accueillir Jean-Christophe Vizier, directeur de la prospective au CSTB, et également président du groupe du plan bâtiment durable RBRT. Hop. Alors, en plus, j'ai joué avec la chaise, ce qui n'est pas bien du tout. Emmanuel François, vous êtes président, voilà, je vous voyais, chez SBA, et donc vous allez nous parler notamment du label R2S Mobility. Julien Emery, associé cofondateur de Quartier Libre, qui a écrit mettez-vous où vous voulez. Voilà. Mathieu Terranti, responsable du pôle industrialisation, direction de la mobilité électrique chez Enedis. Et enfin, Monsieur Redelet, Jean-Jacques Redelet, délégué national marché d'affaires et mobilité chez GRDF. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, je le disais, Jean-Christophe Vizier, vous êtes directeur de la prospective du CSTB, mais aussi coprésident. Donc, coprésident du groupe RBRT, le groupe de travail prospectif du plan bâtiment durable. Et vous avez publié une note en décembre 2021 intitulée « L'immobilier partie prenante de la mobilité renouvelée », dont Julien Emery, justement, qui est là aussi avec nous et à vos côtés, est l'auteur. Avant de revenir avec ce dernier sur certains détails, il est intéressant un peu de se pencher, de se remettre un peu dans le contexte. Donc, si ce groupe s'est penché sur le sujet des relations entre mobilité et immobilier, c'est que finalement, on le sait, penser l'un sans l'autre, si on veut penser pas carbone, ça ne marchera pas trop. On voit bien quand on regarde sur 3 sujets, le budget des ménages, les consommations d'énergie et le budget carbone. Quand vous ajoutez le bâtiment et l'immobilier, vous avez quelque chose qui pèse extrêmement lourd. Si on regarde un peu dans le passé, le bâtiment et l'immobilier, ils ont eu plein de liens. Alors certains diront même que la forme des bâtiments collectifs aujourd'hui elle est liée à la forme des parkings et que ça a d'ailleurs plein de limites. Mais le groupe RBRT, c'est ce groupe Réflexion Bâtiment Responsable et Territoire, groupe prospectif, qui vise à éclairer un peu des nouvelles manières de penser. Il y a 5-6 ans, on a fait une note sur vers des bâtiments bas carbone. Ça s'est traduit dans un truc qui s'appelle ARE 2020. On a fait une note sur les labels associés à l'ARE 2020, dont on discutait ce matin. Et là, l'impression qu'on a, c'est qu'il faut associer ces deux choses. Alors, quand on essaie d'associer ces choses, bâtiments et mobilité, pour les aspects d'argent, pour les aspects d'énergie, de carbone, mais aussi pour les aspects du temps qu'on y passe, on se dit qu'il faut réfléchir les choses en évitant une chose trappe. La chose trappe, ce serait de se dire la mobilité, c'est le moyen de transport que vous utilisez. Et en fait, on a la conviction que ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème, que la mobilité, c'est le résultat de 3 choses. Quel est le programme d'activité qu'on a envie de faire? J'ai envie d'habiter quelque part, j'ai envie de travailler, j'ai envie, par exemple, de faire du sport. On part d'abord de ce programme d'activité. La deuxième question, c'est où on va aller faire ces activités. Et on voit qu'on avait une culture qui vient de la charte d'Athènes, c'est que chaque activité a un lieu particulier. Et donc, si je veux habiter, je vais dans un logement. Si je vais travailler, je vais dans un bureau. Si je veux faire du sport, je vais dans une salle de sport. Et puis on voit bien que c'est en train de bouger. Travailler, je peux aussi le faire dans mon logement. Il y a des choses qui bougent et que dès qu'on regarde les choses comme ça, ça devient différent. Et puis après, il y a quel moyen de transport je vais utiliser, quel moyen je vais utiliser pour le faire. D'ailleurs, c'est assez marrant. Quand vous faites, si votre objectif c'est de faire du sport, peut-être que monter sur votre vélo ou y aller à pied, c'est une manière de faire du sport qui fait que vous n'avez pas forcément besoin de la salle de gym. Donc, on voit ces interactions qu'il y a et que si on essaie de penser le sujet de la mobilité autour de ces 3 trucs, mon programme d'activité, les lieux où je peux le faire, et ensuite, mais seulement ensuite, les moyens de transport, ça nous ouvre d'autres horizons. Alors, les horizons que ça ouvre, c'est 3 choses au niveau des mobilités. Premièrement, éviter.
si jamais je pense un peu différemment mon programme d'activité ou les lieux où je le fais, éventuellement, il y a des déplacements que je ne ferai plus. Le télétravail nous l'a montré de manière évidente. Ça ne veut pas dire qu'on va tout faire en télétravail, mais ça veut dire qu'il y a des choses. On peut penser son programme d'activité autrement. La deuxième idée, c'est de se dire, peut-être que le moyen de transport que je vais utiliser, je pourrais en changer. Et ça nous pousse à regarder autour des bâtiments, ce qu'il y a comme moyen de transport en les prenant tous en compte. Si vous prenez la marche à pied, vous vous posez la question de quelle est la facilité d'accès au réseau autour, au réseau viaire. Quand j'ai fait un bâtiment, un beau bâtiment avec un beau jardin et que j'ai mis derrière une clôture tout autour et que mon voisin a fait la même chose, peut-être que pour me déplacer à pied, ça va devenir beaucoup, beaucoup plus long, beaucoup plus difficile à faire. Et là, on voit bien que l'immobilier, dans la manière dont il pense ses franges, peut ouvrir des moyens différents de faire. Pour ceux qui font du vélo, on voit bien le sujet de où je le range. Parce que ranger ma voiture, je sais où je le fais dans les logements d'aujourd'hui. Ranger mon vélo, des fois c'est clair, des fois c'est pas clair. La manière d'y accéder n'est pas simple. Et ce sujet de ce bâtiment et ses franges sur les différents moyens de transport, ça doit être une manière de regarder les choses importantes pour nous permettre notamment de ne pas utiliser un gros moyen pour des petites distances. Et puis le dernier sujet, c'est améliorer le moyen de transport. Mais là, je pense qu'il y a des gens qui vont parler de véhicules électriques et tout, beaucoup mieux que moi. Merci beaucoup pour cette mise en contexte. Justement, donc je me tourne vers vous maintenant, Julien Emery. Donc pour aller encore plus loin, c'est ce qu'on disait, que finalement, c'était intéressant de voir que ces deux mondes qui ne se parlaient pas vont de plus en plus se parler. Alors on avait déjà initié des conférences avec les gens de la mobilité lors d'Energy Meeting, alors aujourd'hui, mais voilà, de plus en plus, on l'a vu avec ce que nous disait Jean-Christophe, il faut que ces univers se parlent, et on voit aussi que l'immobilier peut avoir un impact sur cette mobilité vertueuse, et du coup, pour y arriver à réussir ce défi bas carbone. Est-ce que vous pouvez nous aller un petit peu plus au fond du coup de cette étude que vous avez rendue ? Oui, alors cette étude, en fait, elle est née de... Moi, mon métier, c'est de faire du conseil. En ce moment, on parle des consultants de façon un peu grave et caricaturale, mais bon, en tout cas, de le faire auprès de sociétés, de grands groupes, et j'interviens aussi bien du côté d'ailleurs des acteurs de l'immobilier que de la mobilité. Et notamment, mon travail, c'est de les amener à mieux comprendre, à mieux saisir les évolutions des modes de vie, des modes de travail et des modes de consommation, et en quoi ça peut avoir un impact sur leur stratégie de court, moyen et de long terme. Et même, ça peut leur apporter des opportunités aussi. Hein. Et ça peut leur apporter des opportunités, et donc de l'innovation, et donc de l'innovation derrière. Et puis après, il faut que les acteurs publics puissent suivre ça. On l'a vu d'ailleurs dans la précédente intervention. En fait, c'est parti d'un constat très simple, c'est que j'avais le sentiment en fait, d'une forme de schizophrénie, c'est-à-dire d'une part les acteurs de l'immobilier parlaient de leurs usagers d'une certaine manière, mais uniquement dans des objectifs de bien loger ou d'avoir des lieux de travail qui aillent avec, et puis les acteurs de la mobilité qui, eux, réfléchissaient uniquement, comme tu l'évoquais tout à l'heure, en matière de transport. Et le fait est, c'est que pour chacun d'entre nous ici, en fait, la vie, c'est un continuum entre ces différents espaces et puis la mobilité qui permet de passer d'un endroit à l'autre. Et donc l'idée de se dire, il faut renforcer des opportunités pour que le dialogue puisse se faire et que cette schizophrénie soit résolue d'une certaine façon. Parce que finalement, ce qui est au cœur de tout cela, ce sont les usages et encore plus particulièrement les usagers. Finalement. Ce sont les usages des usagers, et c'est ce qu'on a essayé en fait de comprendre dans le cadre de cette étude, hein, qui est disponible sur le site du plan bâtiment durable. Et puis on a esquissé finalement 3 grandes thématiques, 8 pistes, excusez-moi, d'avenir, et puis je vais essayer d'en esquisser juste 3 avec vous. Le premier, c'est celui des parkings, tu l'as un petit peu évoqué. Oui, c'est un sujet qui était très attendu, ça, le parking. Alors, les parkings comme actifs potentiellement délaissés, futures friches finalement de nos villes et de nos espaces.
pour 2 raisons principales. La première, c'est que finalement on voit à quel point le bâtiment en tant que tel a été construit autour de la structure même du parking, et donc le parking devient la matrice du bâtiment, alors que finalement, elle n'a pas forcément une raison d'être par rapport à cela. Et d'autre part, le fait que les véhicules individuels sont en diminution assez importante. Il y a Price qui a fait une étude en 2018, si j'ai bonne mémoire, qui dit que grosso modo, sur les 550 millions de véhicules individuels en Europe et en Amérique du Nord, il y en aura à peu près un tiers qui disparaîtrait dans les 10 ans qui viennent, d'ici 2030. Ça, c'est des réglementations qu'il faut aussi remettre à plat. Les réglementations et les usages. Aujourd'hui, moi j'ai plein de jeunes, j'ai un certain nombre de jeunes autour de moi dans mon cabinet qui n'ont plus de véhicules propriétaires et qui l'utilisent en tant que locataire pour faire un certain nombre de choses. Donc diminution de ces prix-là, et donc ça signifie derrière que les parkings, il va falloir leur trouver un autre usage si on ne veut pas faire en sorte qu'ils soient vides. Donc il y a un travail qui est fait bien évidemment autour de cela, de se dire que c'est peut-être, plutôt que le lieu où je vais aller garer ma voiture individuelle, ça peut devenir des hubs de mobilité, et ça pose plein de questions des hubs de mobilité dans nos villes. Ça pose la première question de la coexistence de plein de modes différents entre du véhicule individuel, des vélos. Tu évoquais la notion de ces parkings de vélos qui puissent être sécurisés, mais aussi des vélos cargo pour faire la logistique urbaine. Ça pose des questions d'équipement. On en parlera probablement autour des équipements de bornes électriques à mettre dans ces parkings-là. Ça pose des questions de réglementation, autour des réglementations ERP, par exemple, pour rendre accessibles ces parkings pour d'autres usages que simplement ceux du parking. Ça pose des questions aussi de mutualisation des usages. C'est-à-dire un parking ne soit pas simplement fait pour celles et ceux qui habitent dans le bâtiment où ces parkings se trouvent, mais peut-être pour la communauté de façon plus large. Donc ça pose plein de contraintes et plein de questions, mais aussi plein d'opportunités. Moi, j'étais assez surpris dans le cadre de cette étude de voir par exemple le travail qu'avait fait l'architecte Dominique Perrault avec Indigo, il y a à peu près 2 ans de cela, où ils ont essayé d'imaginer ce qu'on pourrait faire et inventer comme nouvelle forme d'usage dans les sous-sols. Et ça peut être un lieu d'agriculture urbaine, ça peut être un lieu pour mettre des data centers, ça peut être un lieu pour créer peut-être des usages autour de cinéma ou de discothèques, pourquoi pas, dans ces lieux-là. Donc on voit qu'à la fois, il y a des contraintes, mais aussi il y a forcément des grandes opportunités sur ces parkings. Et alors c'est très marrant parce que vous parlez d'un groupe prospectif, mais finalement tout ce dont on parle aujourd'hui, ça existe déjà. On voit ces mouvements sont là, sont importants, et finalement avec cette volonté aussi de... Puis ces usages aussi, vous en parliez tout à l'heure, on parlait du télétravail, maintenant bien évidemment, ça fait partie des pistes que vous évoquez, les nouveaux usages au sein du bâtiment, voilà, on peut pas les penser... Non, exactement. Et en fait, et probablement aussi que la question, et on en parlait tout à l'heure sur la réversibilité, c'est on parle beaucoup dans le domaine urbain, on parle beaucoup de mixité d'usage. Comment on intègre dans le bâtiment plus de mixité d'usage. Comment on en fait une plateforme de service pour justement éviter ce qu'évoquait Jean-Christophe tout à l'heure sur ces mobilités dites contraintes. Donc comment on peut rendre le bâtiment plus capable en ayant par exemple en pied d'immeuble des espaces de coworking, et lorsqu'on ne peut pas avoir chez soi forcément un espace de bureau dédié parce que la taille du logement ne le permet pas. Comment on travaille des consignes pour permettre justement d'avoir, en pied d'immeuble également, des lieux qui permettent à ce e-commerce d'avoir lieu. Comment même on repense d'une certaine façon les halls d'immeubles. Moi je suis assez surpris de voir maintenant tous les gars de Deliveroo, etc., un peu coincés dans les halls d'immeubles, parfois un petit peu étroits. Comment on gère ça? Comment on rend cette fluidité-là plus importante? Et ça pose d'énormes questions. Parce que derrière, il y a des modèles économiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et quand on a plusieurs usages dans le même bâtiment, entre des lieux de travail, des lieux d'habitation, des lieux de commerce, ce n'est pas exactement les mêmes réglementations. Et il y a une vraie difficulté, finalement, à mettre celle-ci en place. Et puis derrière aussi, il y a des effets rebonds. Parce que jusqu'à présent, par exemple, si je prends un immeuble d'habitation classique, il est à peu près dormant, ou il était jusqu'à présent à peu près dormant pendant la journée, avec probablement une consommation énergétique qui baissait. Et puis là, on a vu, à la faveur, si j'ose dire, de la Covid, que bien évidemment, quand on était chez soi en train de travailler, il fallait faire marcher la machine à café, le chauffage, le Wi-Fi, etc. Et donc, ça avait aussi des impacts énergétiques et de consommation importantes. Et bien sûr, vous l'avez évoqué aussi un petit peu, Jean-Christophe, il y a cette idée que finalement, penser tout cela, c'est pas penser que le bâtiment et sa mobilité, c'est parler d'aménagement du territoire aussi. Oui, ça impose d'avoir une vision qui prenne un peu de recul. Or, ce qu'on constate en termes de gouvernance, c'est que très fréquemment, la manière dont est gouverné l'immobilier et la mobilité sont faites dans deux
domaines différents. Et qu'il y a vraiment probablement beaucoup à gagner sur essayer de penser immobilier et mobilité dans une gouvernance plus reliée. Alors, sinon, on a d'un côté, je construis ça et ça parce que j'ai du terrain pas cher, etc. Après, je fais des Mais pour ça, il faut aussi que les acteurs se parlent plus entre eux, même les acteurs du territoire, avec les acteurs de la mobilité, ils se parlent un petit peu, mais aussi avec les acteurs du bâtiment. Finalement, on n'arrête pas de parler de ça depuis ce matin. C'est de la collaboration entre chacun qui doit s'effectuer. Tout à fait. Vraiment, entre les acteurs qui sont sur ces publics privés et puis des différents territoires. Je prends un exemple juste à côté de chez moi à Montpellier. La mairie vient de décider que passer des accords avec des villes qui sont à 30 bornes de là et sur lesquelles il y a une ligne de train qui fonctionne, en se disant nos programmes immobiliers, il ne faut peut-être pas qu'on les prévoie là, mais ne peut-on pas les prévoir avec des territoires qui sont pas très loin? Et d'ailleurs, ils ont fait ça d'un côté avec l'UNEL, avec un aspect plutôt logement, et puis de l'autre côté avec Frontignan, avec un aspect plutôt tertiaire. Et donc, ils ont essayé d'imaginer des projets communs sur lesquels l'immobilier s'accroche avec de la mobilité de manière forte. Et ça, on a une conviction aussi, c'est que dans la manière de penser les territoires, on a tendance à penser métropole d'un côté, le reste de l'autre, et qu'en fait, il y a une continuité. Il y a une continuité. Et qu'un des enjeux, ça va être de penser la manière dont ces différents territoires vont pouvoir interagir entre eux, à la fois en termes d'immobilier, d'endroits où on a envie de vivre, de travailler. Tout le monde n'a pas envie de vivre, de travailler au même endroit, mais aussi de mobilité associée. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra tirer parti d'une richesse de cette diversité de territoires et avoir une vision qui ne soit plus le rural contre l'urbain, ce qui est un truc complètement dépassé, mais beaucoup plus comment on peut avoir des réseaux qui se tissent de manière intelligente. Merci et aussi, beaucoup. Si je puis me permettre, parce que le territoire vécu des personnes n'est pas le territoire qui est programmé non plus par celles et ceux qui essaient de penser ça. Vous allez au MIPIM, vous regardez la façon dont les promoteurs immobiliers pensent la ville. En fait, vous avez une jolie maquette que vous regardez par le haut, jamais à hauteur d'homme, en fait. Et c'est ça la réalité des gens et le vécu des gens. Il se fait à hauteur d'homme et pas à hauteur d'oiseau. C'est pour ça qu'il faut aller sur les assises nationales du logement et de la mixité urbaine ou sur Énergie Meeting. Alors j'ai envie de me tourner justement vers des opérateurs de terrain. Chez GRDF, pour le coup, avec la liaison avec les territoires, vous êtes extrêmement implanté, et notamment dans tout ce qui est collectif. Donc avec les collectivités, vous dialoguez beaucoup avec eux, justement. Comment est-ce que comment ça se passe, vous, aujourd'hui, vous participez, même si vous êtes du gaz, vous participez, grâce au gaz renouvelable, à la décarbonation aussi? Voilà, alors c'est ça. J'avais justement commencé, en fait, par vous remercier d'être là, puisque c'est vrai que dans un contexte où il y a un peu de tension quand même sur les marchés de l'énergie, où on parle beaucoup de décarbonation, où on parle aussi d'indépendance énergétique. C'est vrai que voilà, on peut aussi parfois entendre dire qu'éventuellement la solution c'est peut-être de se débarrasser du gaz, alors que pas du tout. On est tout à fait convaincu qu'au contraire, dans ce contexte, il y a un avenir pour le gaz. Il y a un avenir à développer des solutions, à décarboner justement avec le gaz, avec cet avenir finalement qui nous est tracé par l'émergence d'un gaz renouvelable. Alors on commence déjà à avoir des volumes significatifs sur le terrain, et puis tous les jours pratiquement se raccorde un nouveau méthaniseur sur le réseau. Donc ça nous donne des possibilités, alors qui se vérifient dans le bâtiment de façon générale, mais évidemment ça fait aussi des qualités qu'on peut utiliser dans la mobilité. Donc, finalement, vous êtes aussi un témoin aussi de cette possibilité de dialogue entre tous ces mondes, donc le monde du bâtiment, de la mobilité. On peut aller parler du monde de l'agriculture aussi, puisque finalement, pour faire ces gaz verts... On est complètement là, parce que en fait, c'est les origines du biométhane, en fait, c'est beaucoup les déchets agricoles, donc dans les territoires. Et finalement, ça se retrouve dans mon bus quand je pars en transport. Et ça se retrouve dans les bus. C'est aussi parfois les déchets alimentaires, donc les déchets ménagers, en fait. Donc on arrive en fait dans cette économie circulaire qui s'intègre justement pleinement dans le bâtiment. Donc on voit que les choses bougent, les réglementations évoluent, les freins se lèvent pour aussi prendre en compte cette mobilité vertueuse. Elle peut même être désormais prise en compte dès la conception de l'ouvrage. Alors je me tourne vers vous,
vous, justement, donc Monsieur Ternetti, chez Enedis, puisque vous êtes très engagé sur le déploiement des bornes de recharge, et on le voit, donc encore récemment, une réglementation qui a pu permettre, un frein qui se lève un peu pour aider justement à la mise en place des bornes dans les copropriétés notamment. Alors, très bien, je remercie également de nous avoir invités, nous, en tant que gestionnaire de réseau. Juste pour resituer, Enedis ne déploie pas des bornes, mais des infrastructures sur lesquelles les bornes excusez-moi. Évidemment, se répondent. La mobilité durable, ça interroge notamment autour des émissions aujourd'hui qu'on a en France. Il faut se rappeler que 30% des émissions sont liées aujourd'hui à la mobilité. Il y a un enjeu extrêmement fort en fait à aller vers effectivement une mobilité décarbonée. Et en cela, les possesseurs, aujourd'hui les propriétaires de véhicules notamment électriques, se posent la question de savoir où se recharger. 89% d'entre eux, quand on les interroge, disent « moi je vais me recharger chez moi ». Chez moi, c'est où? Pour un Français sur deux, c'est dans un immeuble. Dans un immeuble, comment je fais pour me recharger? Est-ce que c'est pas si facile que ça? Je vais me recharger sur les services généraux de mon immeuble? Je vais demander un droit à la prise à Enedis? C'est un peu des solutions, si vous voulez, dites sparadrap, et pour lesquelles effectivement la réglementation évolue. En 2021, la loi Climat et Résilience prévoit que le reste à charge pour des copropriétés pour installer des infrastructures collectives de recharge en sous-sol, en parking, est de 0. C'est le propriétaire du véhicule électrique qui paye une quote-part à un opérateur privé qui a préfinancé l'infrastructure de recharge ou à l'opérateur public Enedis qui a effectivement développé une infrastructure de recharge. Et en cela, on voit que le game changer, c'est un inducteur, si vous voulez, tellement fort que quelque part, le frein de se dire où je vais me recharger disparaît. On n'est pas en face d'une copropriété qui doit délibérer en assemblée générale pour dire oui, j'accorde, je sais pas quoi, comme budget pour aller développer une infrastructure de recharge. C'est fini. Et donc, les dispositions réglementaires se stabilisent, vous avez raison, il reste encore quelques décrets à écrire, mais j'allais dire, on est vraiment là sur la clôture imminente de ce type de décret. Et donc, je m'adresse presque à l'ensemble en fait, d'entre nous, presque en tant que citoyens. Pour les gens qui veulent s'investir dans une mobilité durable et qui habitent en copropriété, ces freins-là, en fait, disparaissent. Et donc, d'emblée, en 2022, on a des solutions concrètes, économiques et techniques qui permettent la recharge à domicile. Bien sûr, en résidentiel individuel, maison individuelle, et demain, c'est demain au sens premier du terme, en résidentiel collectif. Donc on voit, les réglementations évoluent, se stabilisent, on le disait, et finalement penser bâtiment et mobilité vertueuse, c'est aussi faire le lien entre les mondes de l'immobilier, de l'énergie, de la mobilité, mais il faut aussi que tout le monde s'entende, il faut aussi que tout le monde se comprenne, et pour cela, il faut aussi que ça fonctionne. Pour cela aussi, il faut des référentiels. Et c'est chez SBA qu'on va les retrouver. Vous avez voulu développer justement ce référentiel, un cadre de référence, et tout ça ne passera pas sur le numérique aussi. Donc racontez-nous un peu pourquoi ce label. Effectivement, c'est parce qu'on constate qu'on a une convergence entre mobilité et bâtiment. Et c'est pour accompagner cette convergence, immobilier et mobilier, enfin mobilité et immobilier, qu'on a travaillé sur ce cadre de référence. Mais juste, je fais un petit rappel au contexte. Il y a 120 ans, la mobilité a quitté le bâtiment. À New York, c'était les voitures à cheval, elles étaient dans les bâtiments. Et elle est devenue thermique. En 10 ans, les voitures à cheval ont disparu de l'espace urbain pour être thermiques. En 10 ans. Et aujourd'hui, on est dans une même révolution où les véhicules thermiques, également pour des raisons sanitaires, économiques, qu'on voudra, sont en train de migrer vers l'électrique et vont retourner dans le bâtiment. Hein, on le voit bien aujourd'hui, c'est 90% des recharges sont dans le bâtiment. Et donc, il y a urgence d'organiser cette convergence bâtiment-mobilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, le bâtiment n'est pas prêt aujourd'hui, en théorie, à le recevoir. Et donc, ça ne peut se faire qu'avec le support du numérique pour assurer le coefficient de foisonnement, pour éviter, donc, gérer les pointes de consommation, les pointes de gérer consommation, le mix énergétique, parce qu'en fait, on voit bien qu'on va aller de plus en plus vers une énergie locale, énergie renouvelable. Hein. En 2030, 41% de l'énergie européenne sera renouvelable. Et 130 millions de véhicules seront électriques.
à peu près 8 à 10 millions en France. Parce que finalement, en termes d'usage, on dit qu'il faut baisser faire un maximum d'économie d'énergie, mais en même temps, il va falloir brancher tous ces véhicules. Il faut les brancher. Aussi que mon Wi-Fi marche. Et que clairement, les dans enfants soient l'histoire actuelle, c'est la première fois, enfin excusez-moi, peut-être que quelqu'un me contredira, que les infrastructures ne sont pas prêtes pour recevoir de nouveaux usages. En termes de réseau, vous voulez dire? En termes de réseau, c'est vrai que vu la vitesse à laquelle le réseau, vu à laquelle la mobilité est en train de migrer vers une mobilité électrique, je dis au niveau européen, les réseaux ne sont pas vraiment adaptés. Techniquement, si ce n'est qu'il faut justement adapter, ils peuvent l'être, mais d'une manière très directive. Et si vous voulez, moi je suis citoyen, j'ai pas du tout envie qu'on me dise tiens, bah toi, à 18h, hors de question, tu ne charges pas ton véhicule, parce qu'en fait, la voisine d'à côté, elle est en train de lancer son four, et le voisin d'à côté est en train de lancer sa machine à laver. Ça ne marche pas. Il faut effectivement avoir un raisonnement beaucoup plus global à l'échelle du bâtiment. Et là, ça veut dire qu'il faut effectivement gérer les données, à la fois de production énergétique, de stockage énergétique, de prévision énergétique, pour avoir une vision plus macro. Vous vouliez réagir? Oui, forcément un peu, parce que en fait, la réaction sur le fait que les infrastructures ne sont pas prêtes, et notamment liées à une électrification d'un certain nombre d'usages, ça va complètement dans le sens en fait, de ce que j'évoquais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que de l'électricité qui peut être renouvelable, le gaz peut aussi être renouvelable, et les infrastructures existent. Donc monsieur a cité le mix. Je crois qu'effectivement, le mix énergétique, vraiment, on ouvre des portes, en fait. Là. Oui, bien sûr. On va vers un mix énergétique complet. Et du coup, juste pour conclure, c'est qu'effectivement, pour gérer ce mix énergétique, on ne peut le faire que sans intelligence locale, c'est-à-dire à l'aide de numérique, et que les données, et je reviendrai tout à l'heure dessus, les données soient gérées localement et non pas dans le cloud d'opérateurs de services. Parce qu'en fait, si c'est dans le cloud d'opérateur de service, comment on relie effectivement le cloud d'un opérateur de service avec l'usager qui justement veut lancer sa machine à laver. J'ai produit avec mon panneau photovoltaïque puisse aller faire mon eau chaude et qu'en même temps le véhicule électrique de la voisine puisse se brancher. Vous vouliez réagir? Oui, plusieurs éléments sur ce qui vient d'être dit. Je crois que l'autoconsommation collective, donc l'idée qu'en fait on puisse consommer notamment l'énergie locale qui est produite par un panneau photovoltaïque en haut de son immeuble, ça existe depuis maintenant presque 10 ans. Et du coup, effectivement, vous avez raison, c'est-à-dire que cette convergence aujourd'hui de l'énergie locale, la production locale et donc sa consommation locale a été rendue possible par à la fois des enjeux techniques mais aussi réglementaires facilités par la data, premier élément. Concernant le dimensionnement des réseaux, il y a une publication qui est sortie l'année dernière commune entre RTE et Enedis. La question en fait du dimensionnement est plus une question d'anticipation. Aujourd'hui, l'anticipation des investissements évidemment fait partie pratiquement de nos métiers historiques. C'est vrai d'ailleurs côté GRDF, mais c'est encore plus vrai côté gestionnaire de réseau, de distribution et de transport pour une raison simple, c'est qu'il y a un équilibre permanent entre la production et la consommation sur le vecteur électrique. Et donc évidemment, ces logiques d'anticipation, elles sont prises en compte dans nos plans de développement autour de la prospective, de l'évolution de la décarbonation du transport vers notamment du thermique vers l'électrique, mais également dans l'intégration du renouvelable. Et aujourd'hui, en fait, le réseau de distribution d'électricité est davantage drivé en termes d'investissement par l'accroissement du renouvelable, qui va encore plus vite, si j'ose dire, que le développement de la mobilité durable et électrique. Et donc, en effet, ces anticipations, on les a conduites, et on les conduit encore, et on les conduira jusqu'environ 2035-2040, où il y aura une stabilité des infrastructures en place. Mais surtout qu'à la fin, il faut aussi que ce soit facile pour le consommateur final. Et je rejoins exactement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que le facilitateur de ça, c'est la digitalisation des usages, digitalisation du pilotage, digitalisation également de la production. Et quelque part, effectivement, si on arrive à rendre les choses plus faciles, alors on parle souvent de smart grids, je pense que vous l'avez entendu parler, c'est notamment parce qu'on rejoint cette fois-ci deux natures de convergence, le hardware, c'est-à-dire l'infrastructure réseau électrique, et le software ou le digital à travers notamment la data. Alors, et juste pour conclure, donc R2S for Mobility permet justement on a le EV scoring, ce qui permet donc d'avoir des niveaux d'évolutivité du bâtiment jusqu'à véhicule to grid, c'est-à-dire que le véhicule devient fournisseur d'énergie au bâtiment, ce qui va être forcément dans les usages, pas tout de suite, mais d'ici 2-3 ans. Alors peut-être un tout dernier mot, parce que évidemment on a bien sûr débordé, on était beaucoup trop nombreux sur pas assez de temps, on le savait. Mais du coup peut-être un dernier mot, Jean-Christophe et Julien. Finalement, on est tous d'accord, on est sur la bonne marche, ça existe. Enfin, voilà, on parlait de prospective, mais c'est plus vraiment de la prospective.
Non, mais c'est heureux. Enfin, je veux dire qu'il y ait tout ça et que ça se mette en place, et c'est heureux. Moi, encore une fois, j'insiste vraiment sur le fait de partir des usagers et des besoins des usagers, de se dire que la ville, elle n'est pas faite pour... Enfin, les citoyens ne sont pas faits pour s'adapter à la ville, mais c'est à la ville de s'adapter aux citoyens et à leurs évolutions. Et puis le deuxième élément peut-être qui est important, c'est que il n'y a pas de bâtiment, enfin moi je regarde du côté bâtimentaire, il n'y a pas de bâtiment qui soit durable en soi. Je suis toujours surpris en fait par le fait que certaines entreprises mettent en avant toutes les certifications possibles et imaginables de leurs bâtiments sans penser la mobilité qui est générée par l'usage même de ce bâtiment. Donc c'est les modes de vie qui créent la durabilité d'un bâtiment, associé au bâtiment, et pas le bâtiment en tant que tel qui le fait. Alors, vraiment, 10 secondes. Oui, je pense vraiment crucial de penser cet aspect usage. Avec une boutade qui vient de Sonia Lavadino, on n'a jamais vu autant de gens qui prenaient l'avion pour aller marcher à l'autre bout du monde. Et juste, le bâtiment, la mobilité devient servicielle, as a service, et donc elle est partagée avec le numérique, et le bâtiment va devenir également serviciel, as a service. Et demain, on aura une offre de service globale, espace plus mobilité. Merci beaucoup. Je suis désolée de vous avoir un petit peu pressé. Vous pouvez les applaudir, je pense. Merci à tous de votre éclairage. Je suis désolée, on a pris